Dans l'actualité du 13h15, le ministère de la Culture et du Tourisme lance désormais un programme pour promouvoir le tourisme interne auprès des nationaux. Connais-tu mon beau pays? Ce programme de 4 ans va coûter environ 200 millions de francs CFA. Et puis Georges Clooney n'est désormais plus le célibataire le plus convoité d'Hollywood. À 53 ans, l'acteur a dit oui ce samedi à une avocate britannique d'origine libanaise, Amal Alamoudine, âgée, elle, de 36 ans. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, la représentation permanente du Burkina Faso auprès de l'ONU vient de se doter de nouvelles infrastructures. Il s'agit de locaux plus spacieux et plus en nombre et d'une résidence pour la mission. Alfred Nikiema et Urbain Sommet en ce jour à New York ont pu voir ces infrastructures. Compte rendu. L'acquisition d'une nouvelle résidence et de bureaux pour la représentation permanente du Burkina Faso auprès de l'ONU à New York a été le fruit d'un long processus. C'était une préoccupation majeure compte tenu de l'exiguïté des locaux servant de bureaux et dont le coût de la location était très élevé. La résidence, elle, était la propriété de Burkina Faso mais se trouvait dans un piteux état et sa rénovation apparaissait très onéreuse. La nécessité d'acquérir de nouveaux locaux s'est avérée une meilleure option eu égard au coût de la rénovation qu'engendrerait la résidence. Les options qui étaient là, c'était soit de trouver l'argent pour rénover la résidence, soit de la vendre et puis avoir d'autres acquisitions. Et après des missions d'inspection au niveau de la commission interministérielle chargée du patrimoine de l'État, la solution qui a été retenue, c'était de vendre la résidence pour faire une autre acquisition et, si possible, d'acquérir une nouvelle chancellerie. Donc nous nous sommes attelés à cette tâche. D'abord au niveau de la mission, où nous avons mis une petite structure pour travailler, en tenant compte bien sûr du contexte américain. Et par la suite, la même commission est revenue pour voir quelles sont les conditions, comment l'opération devrait se passer et la manière dont cette opération devait être exécutée. Et ensemble, nous avons arrêté les différentes phases et démarches qu'il fallait faire, bien sûr, en tenant compte des réglementations au niveau américain. Et ça a permis d'aboutir justement à la vente de la résidence et qui nous a donné des recettes permettant d'acquérir une nouvelle résidence, ce que nous avons fait dans un lieu où le problème immobilier est encore plus abordable. Nous ne sommes plus dans le même quartier, mais nous sommes localisés dans une zone où nous avons plusieurs autres missions permanentes qui résident là-bas. Et les ressources nous ont permis également d'engager l'achat d'une nouvelle chancellerie. Et ça, c'est vraiment une épine du pied que nous enlevons parce que nous avons plus d'espace pour contenir le personnel et nous sommes dans notre propriété également. Bien sûr, cette propriété se situe au plein cœur de Manhattan, la chancellerie, dans un des immeubles au niveau près des Nations Unies. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Nous avons essayé de travailler sur un dossier qui était là depuis des années et qu'à ma prise de fonction, j'ai essayé de conduire la roue pour aboutir à la réalisation. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que c'est à l'honneur du Burkina parce que ça nous a permis d'épargner au budget national des ressources. Nous avons travaillé avec des ressources internes pour acquérir ces nouveaux immeubles. Et cela s'est fait bien sûr selon les règles de l'art, en tenant compte de la réglementation nationale, puisque la commission interministérielle était là. Il y a même une commission d'inspection du ministère qui était venue également. Et en plus, il y a la réglementation américaine qui est très exigeante en la matière, où il faut beaucoup de garanties avec des avocats, avec des agences immobilières agréées, avec l'autorisation des autorités américaines. Donc toutes ces procédures ont été suivies et ça nous a permis d'avoir notre titre de propriété au niveau de la résidence et de poursuivre les procédures pour la chancellerie que nous allons acquérir définitivement d'ici novembre. L'ensemble du personnel de la chancellerie se réjouit déjà de pouvoir disposer de locaux plus spacieux et désormais propriété du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, le ministère de la Culture et du Tourisme lance à Bobo Dioulasso le programme Connais-tu mon beau pays? Un programme de 4 ans pour promouvoir le tourisme interne auprès des nationaux. Il va coûter environ 200 millions de francs CFA. Des détails avec Karim Sissé sur place à Bobo Dioulasso. Le Burkina Faso dispose d'énormes potentialités touristiques, mais le secteur demeure peu fréquenté par les Burkinabés. Pour changer la donne, le ministère de la Culture et du Tourisme a mis en place un programme dénommé « Connais-tu ton beau pays ?»
Un programme qui s'exécutera sur la période 2014-2017 et qui vise à renforcer l'amour de la patrie auprès des Burkinabés eux-mêmes à travers la découverte des sites touristiques nationaux. La vocation de ce programme Connais-tu ton beau pays, c'est véritablement de faire, comme nous l'avons dit, de chaque Burkinabé un prescripteur de la destination Burkina Faso, c'est-à-dire en faire véritablement un touriste à l'intérieur de son pays. Pour une bonne exécution du dit programme, le ministère de la Culture et du Tourisme compte impliquer les acteurs des collectivités locales. Ici, à Bobo-Dioulasso, le Conseil régional des Hauts-Bassins est déjà partant pour cet ambitieux programme. Les acteurs du tourisme aussi seront organisés, les guides auront des formations, les restaurateurs, les hôteliers seront organisés. Et il y aura une fédération qui est déjà en marche. Et nous allons aussi faciliter l'accès sur ces sites touristiques-là. En marge du lancement officiel du programme Connais-tu ton beau pays, une conférence publique a été animée. Une conférence qui entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme et dont le thème a porté sur l'implication des populations locales dans le développement des activités touristiques. Waiguya dans le Nord se dote d'un nouveau chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme. Il s'agit d'un document de référence pour la réalisation à court, moyen et long terme dans la ville. Le document vient d'être présenté aux populations ce vendredi 26 septembre en présence du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Yacouba Bari. Herman Toé sur place à Waiguya. Voici ce que représente désormais le chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Waiguya. C'est une planification qui répond à la nécessité d'organiser l'espace urbain en vue de maîtriser sa croissance. Nous avions pris l'engagement en conseil de faire le tour des capitales régionales pour faire donc des sessions en vue de leur demander de continuer d'abord. On installe le comité de suivi, mais surtout leur demander à travers donc les représentants de l'administration centrale, des collectivités et même des particuliers pour les investissements futurs de tenir compte donc des prescriptions qui ont été faites dans le SDO. Notre ambition, c'est de faire en sorte que l'occupation de l'espace soit rationnelle. La mise en œuvre de ce chemin directeur implique nécessairement plusieurs ministères et pour y arriver, il faut une mutualisation des efforts. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans mon département et c'est pour dire que nous avons en tout cas beaucoup de choses à voir ensemble pour une bonne mise en œuvre efficace de ce schéma d'aménagement. Comme vous savez, nous mettons en place des infrastructures hydrauliques et il faut que nous respections justement le zonage qui a été proposé par ce ministère-là. Ce chemin directeur est un outil de référence qui va apporter des réponses à la réalisation des investissements dans la ville de Waiguya. Cela nous permet vraiment de mieux organiser notre action parce que nous avons un tableau de bord que nous pouvons utiliser. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative. Il y a un certain nombre de préoccupations aussi qui ont été soulevées dans le SDO que nous partageons. Par exemple, sur la question des parcelles non mises en valeur. Au niveau de notre conseil municipal, nous avons pris déjà une délibération demandant d'identifier l'ensemble des parcelles. Un comité de suivi constitué de élus locaux et de chefs de service a été installé pour assurer la mise en œuvre du chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme. Le document indique que la population de la ville de Waiguya va passer de 102 600 habitants en 2011 à plus de 350 000 à l'horizon 2030. Marc Boyini est un producteur modèle dans la commune de Founzan. Nous sommes dans la province du Tuy, région des Hauts-Bassins. Il pratique les nouvelles techniques culturelles et s'y connaît dans les variétés certifiées. Son exploitation est d'environ 47 hectares et il compte engager plus de 20 millions de francs CFA à la fin des récoltes. Awa Ouedraogo est allé voir son domaine et nous le fait découvrir. S'il y a une exploitation agricole à l'olio dans la commune de Founzan qui force l'admiration, c'est bien celle-ci. Elle s'étend sur 47 hectares avec 8 spéculations. Le maïs Bondofa à lui seul occupe 14 hectares et le propriétaire le voici, Marc Boyini. Âgé de 35 ans, il s'est investi dans l'agriculture depuis 2002. Sa maîtrise du travail, à travers l'adoption des bonnes pratiques agricoles et l'appui conseil, ont fait de lui un entrepreneur agricole modèle dans la région des Hauts-Bassins.
J'utilise les variétés améliorées et je travaille beaucoup avec la fumure organique. La terre ne ment pas. Si tu l'entretiens bien, tu fais un bon rendement. Nous avons été très séduits par les résultats auxquels il est parvenu. Les rendements dans les différentes spéculations sont très bons et surtout comme on l'a dit, on l'a vu, la marge bénéficiaire est très appréciable et est l'ordre de 20 millions environ. C'est pour créer un cadre d'échange et de partage d'expériences et susciter un engouement pour l'entrepreneuriat agricole qu'une journée porte ouverte a été initiée sur son exploitation. Ce qui nous réconforte davantage, c'est que c'était un cadre d'échange pour les représentants de l'ensemble des entreprises agricoles des 13 régions. Ils ont tenu leur appréciation et surtout leur préoccupation en mettant leurs recommandations. Et nous pensons que cela est très important pour nous permettre d'aller de l'avant. Après visite et échange, les producteurs se disent édifiés à travers l'exemple de Marc Boyin. La journée ouverte, en tout cas, c'est très bon pour nous parce que ça nous a donné beaucoup de choses, ça nous a donné des idées. Les autres entrepreneurs ont vu les réalités et cela, c'est l'occasion vraiment de mieux les galvaniser, de mieux effectivement travailler le mental pour changer, c'est-à-dire quitter la petite exploitation pour aller à la grande exploitation. Une stratégie spécifique sera définie pour l'encadrement des producteurs selon le responsable en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des hauts-bassins. Aussi a-t-il ajouté que l'ambition est de voir cette journée se pérenniser. Dans le Sanguier, l'élevage de porcs se porte bien. Foi d'une de nos équipes de reportage qui était dans la province. En tout cas, pour Isaïe Parkouda, ils sont nombreux à apprécier le porc au four de Réau. Pourquoi cet engagement pour le porc au four? Quels sont les mécanismes mis en place pour le développement de son élevage? Élément de réponse avec Isaïe Parkouda sur place à Koudougou. Kouroukourou, c'est le nom du porc en dialecte lili et en pays gourossi. Cet animal fait partie des choix privilégiés des producteurs dans le domaine de l'élevage. Et ce sont principalement des femmes qui s'adonnent plus à cette activité. Les statistiques de 2013 montrent que la seule commune de Réau compte près de 32 000 porcs et étendue à l'ensemble de la province du Sanguier, on a dénombré plus de 156 000 kouroukourous, composés essentiellement de deux races, la race locale et la race améliorée. On les appelle des métis parce que c'est des croisements entre la race locale et puis des races améliorées comme la corbeau, la large white, sont des races améliorées. Et l'avantage des métis, c'est qu'ils conservent la rusticité de la race locale, c'est-à-dire ils résistent beaucoup plus à certaines pathologies. Et l'autre avantage, c'est qu'avec le croisement avec la race améliorée, on a des gabarits beaucoup plus élevés. Les agents de l'élevage veulent que la race hybride soit légion de la province du Sanguier et certains ressortissants de la localité épousent leur vision. En témoigne ce centre de diffusion de la race améliorée, créé en 2011 par Rosalie Bassoulé. Mais tous comptent sur ce spécimen, le Vera. Il est le géniteur et doit s'accoupler avec toutes les truies de la porcherie. Si les truies là sont en chaleur, je pars demander le Vera là pour venir. Donc après, si la chaleur passe, je repars remettre à la personne. Chaque truie fait 2 mises bas par an à raison de 10 à 12 porcelets par portée. Une bonne affaire pour les producteurs et productrices. J'ai vendu 10 porcelets à 150 000. L'unité fait 15 000. Et j'ai vendu 2 mâles. L'autre là c'était 50 200 et l'autre c'était 57 500. En termes d'économie, vous voyez que les porcs, la moyenne tourne autour de 25 000, 30 000 francs l'unité. Si vous pondérez ça à l'effectif même de la province qui est de 156 000 têtes et quelques, et vous allez voir les chiffres, c'est en termes de milliards au niveau de la province. Certains partenaires comme le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PAPSA et l'État burkinabé apportent leur contribution pour le développement de la filière porcine dans le Sanguier. La province du Sanguier, pour donner un exemple, a bénéficié de plus d'une trentaine de porceries en 2012-2013. Avec l'appui vraiment financier du PAPSA. Et il y a également le ministère des Ressources animales et halieutiques qui appuie avec l'aliment porc. Il n'y a pas 3 semaines, nous avons reçu 8 tonnes d'aliments porc subventionnés. La viande du porc est bien appréciée par les populations. Environ 8 000 porcs sont tués par mois dans la province du Sanguier
Et le marché de dimanche au 21 de Réou est un jour de forte consommation de cette viande-là. Je voulais tuer beaucoup, mais je n'ai pas gagné beaucoup aujourd'hui marché là. Aujourd'hui c'était 3 fois. On gagne beaucoup de bénéfices là-bas. Ils en ont fait leur métier et ils ne regrettent pas d'avoir fait ce choix. Le gain pondérable des porcs, Batiero Lunga en sait plus. Le porc a fait de longue à ce qu'il est. Pour dire, c'est avec ce porc-là que moi-même j'ai mis même mes enfants à l'école. C'est avec ce porc que, en tout cas, j'ai pu. Il y a mon maquis, tu es là, tu as un grand maquis à Réau. Vous savez, le porc, j'ai pu me payer mon premier véhicule pour faire le transport des porcs. Le porc rapporte. Si tu es dans le service et puis tu n'arrives pas à faire quelque chose, donc ça ne te rapporte pas. En tout cas, je nourris ma famille dedans. L'élevage porcin est relativement important dans la province du Sangui. Il est une source d'économie pour les producteurs et productrices et est un mode d'accompagnement du maraîchage quand on sait que les excréments du Kouroukhourou sont utilisés pour la fertilisation des pépinières. En politique, le groupe parlementaire ADJ, Alternance Démocratie-Justice, a achevé ses journées parlementaires 2014 hier à Ouagadougou. La réflexion a porté sur la loi électorale et la présidentielle de 2015. Le groupe qui appelle de tous ses voeux l'alternance en 2015 au Burkina souhaite une réforme du Conseil constitutionnel et la constitutionnalisation de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le point avec Anna Lussukere et Anatole Nakoulma. Pour les participants aux deuxième journée de réflexion de l'année du groupe parlementaire ADJ, Alternance Démocratie et Justice, leurs échanges ont été profonds, comme l'attestent les motions, résolutions et recommandations. Le groupe parlementaire ADJ a estimé qu'il faudrait d'abord, dans un premier temps, appréhender l'ensemble des difficultés qui se posent en amont de toute élection, par exemple le fichier, le problème du vote des Burkinabés de l'étranger, ce sont des réalités, et même qu'il y a la question du financement de toute élection. Si on veut que ce soit la carte consulaire, pour la mettre à la disposition de tout le monde, soit on annule les frais de sa confection, ou tout au moins on fixe le prix à 2000 francs pour que cela soit à la portée de tous les Burkinabés. Voilà des recommandations pratiques qui devrait permettre d'impliquer tous les Burkinabés où qu'ils vivent dans le processus électoral de notre pays. Cette rencontre a permis aux députés et aux représentants des partis et formations politiques de l'opposition de se pencher notamment sur l'élection présidentielle de 2015 et sur la loi électorale. La loi électorale qui, selon le docteur Seydou Abdoul Karim, est un maillon fondamental dans une élection démocratique. Sa communication a été suivie de nombreuses contributions à la grande satisfaction du président du groupe parlementaire ADJ. Les conclusions et propositions pertinentes auxquelles nous sommes parvenus nous interpellent tous et leur mise en œuvre est notre défi commun. Cette mise en œuvre exige de chacun de nous un abandon d'une partie de nous-mêmes pour mettre en commun l'intérêt supérieur de notre peuple. Ibrahima Kone a ensuite lancé un appel à tous les militants des partis politiques de l'opposition pour qu'ils s'approprient les conclusions des présentes journées parlementaires. Fin de formation pour 2300 appelés du SND, le Service national pour le développement. Ils ont achevé une formation ce 26 septembre à Ouagadougou sur le civisme et le patriotisme. Adama Koulibaly, compte rendu. Ils sont 2300 jeunes à être appelés cette année sous le drapeau pour le Service national de développement SND. Pendant 12 mois, ces filles et garçons de la 61e promotion vont se mettre au service de structures étatiques et communales. En vue de leur implication à la construction de la nation, des valeurs leur ont été enseignées durant 5 jours de formation. Il a permis de développer des nations comme l'éco-citoyenneté et le civisme, et de développer aussi des systèmes et des questions déontologiques qui vont nous permettre de bien mener nos activités sur le terrain, prendre la responsabilité, qui vont œuvrer à la construction de la nation. Nous attendons justement, on leur a dit, ce n'est pas un enseignement verbal, ce n'est pas des connaissances qu'il faut assimiler. Nous voulons qu'à travers leur quotidien, ils manifestent des comportements qui témoignent qu'ils ont reçu une formation. Ces appelés ont élaboré ce qu'ils appellent les 10 actes civiques de la jeunesse burkinabé. Des actes qui se résument en 3 notions: discipline,
civisme et travail. De quoi réjouir le ministre en charge de la promotion civique. Ces 10 actes concernent en fait toute la vie dans la société. Ça concerne leur vie en famille, puisqu'ils ont pris un engagement à l'endroit des parents, leur vie dans la société, ils ont pris des engagements à l'endroit de la société, de leurs proches, de leurs frères, aussi dans le cadre de leur travail à l'école ou dans le cadre de leur profession. Et c'est vraiment très important. En 30 ans d'existence, le SND a inculqué le sens du patriotisme et du civisme à des milliers de jeunes. Et cette 61e promotion entend mettre en pratique ce qu'elle a appris. La Fondation Anselme Sanou pour le développement s'élargit. De nouveaux membres viennent d'être acceptés dans le cercle hier à Bobo-Dioulasso. Ils ont reçu des bénédictions du promoteur de la Fondation, Monseigneur Anselme Titiama Sanon, évêque émérite de Bobo-Dioulasso. Amadou Lougué y était présent, son compte rendu. Des jeunes décidés à promouvoir les valeurs de la paix. Ce sont les membres du premier club de la Fatissa, la Fondation Anselme Titiama Sanon pour la culture, la paix et le développement. Le bureau est composé de 14 personnes, toutes parrainées par des membres statutaires de la Fondation. C'est un message de joie et surtout d'inquiétude pour l'immense tâche en fait qui nous concerne. Et je pense que nous les jeunes aujourd'hui, cela nous concerne la paix. Parce que dans toute activité, s'il n'y a pas de paix, par exemple, il n'y a pas de développement. Avec ce nouveau club, ces jeunes des Hauts-Bassins s'affichent en artisans de la paix. Un défi difficile à relever sans l'appui conseil des aînés. Je leur dis toujours, faites la paix maintenant. Les causes qui meurent sont celles pour lesquelles personne ne meurt, disent les Maliens. Si des jeunes acceptent de lutter, de transpirer aujourd'hui pour la paix, demain, ils ne vont pas mentir à leurs fils, à leurs petits-fils en disant « nous, on a fait beaucoup pour la paix ». Et j'entends ce discours-là, excusez-moi, actuellement de la part de certains. Je dis mais quand ils étaient jeunes, s'ils avaient œuvré réellement pour la paix, nous n'aurions pas la situation dont nous souffrons actuellement. Donc il faut que les jeunes fassent la paix maintenant, qu'ils fassent le dialogue, qu'ils apprennent. Voilà. Ainsi, demain, quand ils diront on a beaucoup fait pour la paix, ça sera un constat et ils seront vrais et c'est à leur gloire. Conférence sur le thème jeunesse et paix, quelles actions et prestations d'artistes ont également marqué la cérémonie. Depuis sa création en 2011 par l'évêque émérite Titiama Sanon, la Fatissa a déjà organisé plusieurs activités, dont cette marche pour la paix au Burkina Faso et en Afrique, une marche qui a regroupé en décembre 2013 à Bobo-Dioulasso des élèves et étudiants venus de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. Seydou Bitienga, le guérisseur de Nagrengo, à quelques encablures de Ouagadougou, est sujet d'un ouvrage de Poussi Sawadogo, un historien doublé de spécialiste des relations internationales. Le livre traite de l'altruisme et de la générosité du guérisseur. L'ouvrage vient d'être présenté au public hier à Ouagadougou en présence de Boumanibié. Cet ouvrage est le fruit d'une rencontre entre un auteur et un guérisseur. Pour son 9e ouvrage, le docteur Poussi Sawadogo a tourné le regard vers l'homme de Nagrengo, un guérisseur traditionnel. L'œuvre est intitulée El Haj Seydou Bikienga, un leadership altruiste en mouvement, regard de coach. Ce livre, c'est juste pour témoigner la philosophie d'un homme qui est basée sur le pardon, l'action d'un homme qui est une action de guérison et l'impact des réalisations d'un homme qui sont des réalisations sur le plan socio-économique qui sont donc, c'est cela qui constitue le témoignage. Ce que je voudrais bien qu'on retienne de lui, c'est d'abord sa philosophie, le pardon, parce que tant que vous n'êtes pas capable de vous pardonner d'abord, vous n'êtes pas capable de pardonner les autres et vous n'êtes pas capable de demander pardon aux autres, vous ne pouvez rien réaliser sur cette terre des hommes. L'œuvre est subdivisée en 3 parties. Il aborde 2 thèmes principaux, le pardon et l'esprit d'équipe. L'auteur fait également cas des exploits réalisés par l'homme de Nagrengo à travers la médecine traditionnelle. Je remercie Dieu et vous remercie. Je demande à Dieu de vous donner longue vie. Les mots me manquent vraiment pour exprimer ma joie.
Selon l'auteur, au regard des œuvres salvatrices du guérisseur de Nagrengo, Seydou Bikenga, il est nécessaire qu'il soit soutenu par ce genre d'initiative, toute chose qui lui permettra d'entreprendre. Voilà, ainsi va le monde, un autre monde. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.